Bonjour, on commence à avoir des participants qui arrivent, il est encore 9h57. On va attendre quelques minutes pour démarrer pile à l'heure et finir à 10h30 par une séance de questions. Donc encore quelques instants et on va pouvoir commencer. Bonjour, il est 10h. La plupart des inscrits sont déjà connectés, donc on va pouvoir commencer. Je m'appelle Sylvain Lebras, je suis ingénieur d'application chez Würth Électronique et ancien designer. Aujourd'hui, on va discuter à propos du Power over Ethernet, revenir un petit peu sur des choses qui sont de l'ordre de la faisabilité et aller un petit peu plus loin pour voir les écueils que vous pourriez être amené à rencontrer avec cette technologie-là et aussi les possibilités qui vont s'offrir à vous d'un point de vue de la puissance et du débit de données. Je serai assisté un petit peu plus tard par Paul Lenezet qui s'occupera de regrouper les questions. Il a eu un petit problème informatique, mais il va arriver dans quelques instants. Alors, tout d'abord, quand on parle de Power over Ethernet, de quoi parle-t-on exactement? De quelle puissance? Donc la puissance, ça s'exprime en watts. On va voir un petit peu un résumé de tout ça, voir exactement en quoi consiste l'architecture du Power over Ethernet et comprendre un petit peu où sont ses avantages et éventuellement ses inconvénients. Savoir si vous, vous êtes prêt du point de vue de la sélection des composants. Nous, on l'est plutôt, on va le voir au travers de la sélection et de la gamme qui est la nôtre sur les transformateurs LAN et les transformateurs flyback et forward qui vont être associés. Et on va ensuite voir le sujet que je préfère, c'est la CEM, et tout simplement se poser des questions sur le fait des challenges qui vont naître de cette tentative de faire cohabiter des niveaux de puissance qui, on va le voir, vont parfois au-delà de la centaine de watts, avec des débits de données qui vont souvent au-delà de la centaine de mégabits par seconde. On verra également les problèmes qui peuvent survenir à cause des barrières d'isolement qu'on va retrouver dans le produit. Donc, qu'est-ce que le Power over Ethernet?
Le Power over Ethernet, pour vous, c'est une simplification. C'est la possibilité d'arriver sur votre produit et d'avoir une liaison à la fois de données et de puissance qui va permettre d'alimenter et de faire communiquer votre produit. On s'aperçoit maintenant que le côté accessoire du Power over Ethernet, c'est-à-dire qu'on avait une liaison de données principale et un petit peu d'énergie pour pouvoir se permettre de se passer de la connexion au secteur, eh ben on voit arriver un grand nombre d'applications où la première chose, c'est d'abord la puissance, la simplicité du câblage, et la deuxième chose, c'est la communication du produit. Donc ici, vous avez un schéma bloc typique de Power over Ethernet qui vous permet de voir un petit peu le système de classification, la résistance de signature, euh, une application qui est la vôtre, qui est le cœur de métier, et ici, une isolation galvanique pour la communication des données. Ici, une deuxième isolation galvanique, là, plutôt pour la puissance. Donc le Power over Ethernet, c'est tout cet ensemble. Généralement, on aime bien vous afficher une liste comme celle-ci, pas toujours très très simple à comprendre, avec à la fois des dates, des puissances, des tensions, sans vraiment savoir. Euh, j'ai un petit peu simplifié tout ça, vu que j'aime bien la moto, tout simplement le petit résumé qui est ici. Donc le premier Power over Ethernet de 0 à 12 watts, clairement, c'était quelque chose qui était destiné à faire fonctionner des équipements réseau, des petites webcams, avec une puissance limitée. Par exemple, les tout premiers téléphones en IP utilisent et utilisaient du Power over Ethernet, parce que la demande de puissance était relativement faible. Donc là, on était en 2003. En 2009, on va arriver avec des niveaux de puissance supérieurs et le PoE+, qui va permettre d'aller chercher des applications comme de la vidéosurveillance avec éclairage, des applications comme des points d'accès réseau Wi-Fi de forte puissance. On est en 2009 avec 25 à 30 watts. Et depuis 2015, on voit émerger des solutions qui sont de l'ordre du PoE++ ou du 4P PoE, qui ouvrent clairement la voie à des applications de puissance, 60, 90 watts, 150 watts, et vous allez le voir un petit peu plus tard dans la présentation, des quantités de puissance qui sont même supérieures. Donc il y a beaucoup de noms. Vu que la normalisation I3E prenait du temps, chaque fabricant y est allé de son acronyme 4P PoE, PoEH, High Power PoE, pour sortir un petit peu en avance de phase ces chips qui n'étaient pas encore référencés sous le 802.3 BT et les autres acronymes, les autres numéros de standard qui sont sortis. Donc il faut voir qu'il y a beaucoup d'acronymes, mais on va retrouver majoritairement deux grandes familles de composants, à savoir ceux qui utilisent deux paires pour transmettre la puissance et ceux qui utilisent quatre paires pour transmettre la puissance. Donc, si on regarde un petit peu plus en détail, comment se passe une connexion PoE? Donc la connexion PoE, il ne faut pas oublier le E, c'est l'Ethernet. Donc l'Ethernet, ici, les signaux de données vont circuler. Alors, j'aime bien utiliser cette analogie-là. C'est une analogie avec la CEM. Pour moi, les signaux Ethernet circulent en mode différentiel. Vous allez voir pourquoi après. Ici, les signaux Ethernet, les données, à la fois TX et RX, vont pouvoir circuler dans le transformateur de signal ici, alors que la partie puissance ne va jamais passer au-delà de cette barrière d'isolement que vous voyez ici. Donc vous avez une communication qui est bidirectionnelle, et qu'est-ce qu'on va voir? On va voir qu'il y a des petites modifications, des petites subtilités par rapport à ce dont vous avez l'habitude. Par exemple, avec une liaison Ethernet standard, vous n'avez pas ces condensateurs qui sont ici. Donc on va le voir après, ce sont des condensateurs qu'on appelle des DC Blocking Caps. Ici, normalement, sur une liaison Ethernet standard, vous avez juste une terminaison de Bob Smith, voire rien du tout, avec 4 fois 75 ohms, 4 fois 56 ohms, 4 fois 50 ohms. Ça va dépendre un petit peu du type de médium et de ce que vous souhaitez avoir en CB. Donc là, on le voit, on a le côté câble, on est toujours connecté à un câble. Alors avec ici une paire de données, une paire de puissance,
une paire inutilisée, qui normalement est raccordée ici à la terminaison de Bob Smith pour des raisons de CEM et d'intégrité du signal. Et on va extraire la puissance qui va sortir. Alors, comment est-ce qu'on extrait la puissance? Eh bien, la slide précédente, on était sur les données. Là, on passe sur de la puissance. Donc, il faut voir que les données circulaient, hop, je reviens en arrière, aller et retour dans la paire. Et elles se retrouvaient ici de l'autre côté du transformateur. Ici, de la même manière, aller, retour. Lorsqu'on passe sur la puissance, on est sur quelque chose qui est légèrement différent. On a la puissance qui arrive, une moitié du courant ici, une moitié du courant ici, à peu près une moitié, on va voir. On va ressortir par le point médian du transformateur. Donc ça veut dire qu'on va créer une induction dans un sens, une induction dans l'autre sens, donc rien du tout niveau signal de l'autre côté. Et on va extraire la puissance sur les points médians. En extrayant la puissance sur les points médians des transformateurs, on va pouvoir prendre l'énergie ici, la faire circuler, alimenter mon power device, ressortir, et on va repartir, on va réinjecter par le point médian avant de repartir sur la paire Ethernet. Ici, en l'occurrence, là, on a superposé data et puissance. Donc, il faut savoir que dans certains cas, on va utiliser les paires entre guillemets inutilisées par les data pour ressortir ou faire circuler la puissance. Donc, voilà, vous avez vu où passait la puissance et également un petit peu avant où passaient les données. Donc, vous voyez que le chemin n'est pas le même. Alors le but, ça va être de faire cohabiter à la fois cette puissance et ces données. Dans un cas, par exemple, le précédent, on utilisait les points médians des transformateurs. Ça, c'est l'autre cas. On va utiliser les paires inutilisées par la donnée pour alimenter notre système. Je vous parlais tout à l'heure de deux grandes familles, les systèmes qui utilisaient une paire et les systèmes qui utilisaient deux paires. Alors, on va parler de 2 paires et 4 paires même, parce que c'est des paires de données, mais on utilise pour la puissance les deux lignes en parallèle. Donc ici, vous avez la grande famille des 4PPoE, où on va avoir deux chemins de puissance. Avec ces deux chemins de puissance, on va pouvoir augmenter la puissance qui va pouvoir être transmise par le PSE PD, qui est le Power Device. Ici, on va réussir à augmenter la capacité et aussi l'efficacité de la transmission Power over Ethernet, en répartissant intelligemment, de manière égale, la puissance sur les 4 paires qu'on va retrouver. Donc on a 8 fils, 2 chemins et 4 paires. Dans une architecture de PoE, typiquement, on va se retrouver avec un schéma qui est comme ça. On a ici un transformateur, LAN, qui va s'occuper de faire la ségrégation entre la puissance et les données, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc là, on a représenté uniquement la partie puissance. On a un connecteur et éventuellement des selfs de mode commun. Parce que vous allez voir, la cohabitation ne se passe pas toujours bien entre des niveaux de puissance importants et de l'intégrité du signal avec des débits assez élevés. On va retrouver ensuite une protection contre les surtensions. Oui, parce qu'on est quand même sur des choses qui ont des tensions qui montent à 48 volts. Et des fois, ici, on va se retrouver limité à une soixantaine de volts en overvoltage. Donc, on va retrouver ce type de composant, une transile. Un petit peu de kappa, un petit peu de kappa encore, et également, excusez-moi, une alimentation isolée en fonction des applications que vous aurez derrière avec un transformateur. Donc là, ici, on a un transformateur de puissance. De l'autre côté, on a un transformateur de signal. Donc quand on parle de transformateur PoE, il faut bien faire la distinction entre les transformateurs de signaux et les transformateurs de puissance qui vont être destinés à être intégrés dans cette alimentation isolée. Alors êtes-vous prêts pour l'implémentation du 802.3 BT? Alors, on va dire que ça a traîné un petit peu, c'est sorti plus ou moins, mais en tout cas, les technologies sont disponibles depuis bien avant la date de 2018. Nous, on est prêts depuis un certain temps. Donc là, ici, vous avez une partie de la gamme qu'on va proposer qui va vous permettre de faire du 4P PoE et d'aller chercher des puissances jusqu'à 150 watts. Donc là, on est vraiment sur une toute petite fraction de la gamme qui est celle dédiée au PoE 4 paires. Même, je vais trahir un petit secret, c'est qu'on dispose également
de systèmes qui peuvent permettre de monter à 2 ampères par center tap. Donc center tap, c'est les points médians de transformateur. Donc ça veut dire que si on utilise les 4 paires, on va pouvoir aller sur des applications jusqu'à 200 watts. Donc vous voyez, quand on parle de Power over Ethernet, là on est sur 200 watts, ça commence à compter. Et ça permet d'alimenter des applications d'éclairage, des applications de vidéosurveillance. On voit aussi arriver des applications au niveau des volets roulants, des volets roulants intérieurs. On a de plus en plus. Donc on s'aperçoit que les gens utilisent le câble Power over Ethernet principalement pour passer de la puissance et juste une petite commande de temps en temps pour pouvoir commander par exemple un équipement domotique. Donc, je vous ai parlé du transformateur LAN pour faire à la fois le signal et la puissance, et extraire la puissance. Il faut également isoler cette puissance dans un grand nombre d'applications. Donc là, on est sur le transfo LAN Power. Ici, on a la gamme PoEH qui permet en flyback d'aller jusqu'à une quarantaine de watts, 48 watts même, et qui permet en forward d'aller même au-delà de 150 watts. Donc, on est prêt, niveau portefeuille de composants, à vous proposer de quoi accompagner vos designs. On va utiliser des transformateurs qui sont EPQ13, extrêmement compacts. C'est comme un EP13, un tout petit peu plus haut. Et on a bien optimisé son système de bobinage et la cross-section de son circuit magnétique pour pouvoir vous permettre d'aller chercher des très fortes puissances. Donc ça ressemble à ça. En l'occurrence, voilà, vous voyez la cross-section du circuit magnétique. On a augmenté un petit peu la hauteur du composant. On a changé le nom pour EPQ13 et on a une jambe centrale au milieu du transformateur qui a une section qui s'approche un petit peu plus de la section extérieure, donc qui va donner des caractéristiques de saturation qui sont bien meilleures par rapport à un EP13 qui n'est pas vraiment optimisé du point de vue de l'équilibre de son circuit magnétique. Désolé, il y avait marqué Internal Use Only. Faites comme si vous ne l'aviez pas vu. Donc, maintenant, qu'est-ce qui vous attend si vous envisagez de profiter à la fois de ces débits et de ces puissances d'un point de vue CEM et donc sur les implémentations qu'il va y avoir. Donc, ici, j'ai représenté une implémentation typique de Power over Ethernet. Vous voyez le transformateur ici de signal, Power over Ethernet, et ici le transformateur de puissance, PoEH, Power over Ethernet également. Ici, on a l'arrivée. Ici, on a l'arrivée à la fois de puissance et de données. Ici, on a exclusivement des données, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la puissance ne passe pas au travers de cette barrière d'isolement qui est ici. Donc là, vous connectez votre application qui a besoin de communiquer en Ethernet. Ici, vous avez votre Power Sourcing Equipment qui est branché à l'autre bout, qui alimente, et vous avez également votre infrastructure réseau qui vous fournit une connectivité. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On a une cohabitation entre données et puissance. On va voir comment ça se passe. Donc ici, on a les données. Ici, on a la puissance. Et bien évidemment, entre les deux, il y a quand même un petit segment où les deux vont cohabiter. Alors, je vous parlais tout à l'heure de classification. Je pense que c'est quelque chose sur lequel la plupart des designers vont buter à la mise en route de leur système PoE. Donc ici, la classification, ça va consister à s'énumérer. On va nous imposer un certain courant ou une certaine tension. En l'occurrence, là, la plupart du temps, c'est une tension de classification. Donc, imaginons que j'ai branché quelque chose qui ne soit pas Power over Ethernet. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais imprimer ici une tension entre ces deux fils, entre ces deux paires inutilisées par exemple, et je vais me retrouver, si je n'ai pas de Power over Ethernet, sans les capas qui sont là, je vais voir juste une terminaison de Bob Smith. Donc deux résistances d'environ 75 ohms, je vais voir 150 ohms. Je vais imprimer quelques volts à cet endroit-là, et je vais me retrouver avec un certain courant. Ou alors, si je n'ai rien de branché, ou si j'ai quelque chose sans terminaison de Bob Smith, je vais imprimer une tension et je vais n'avoir aucun courant, puisque de toute façon, j'aurai mes points médians qui seront non reliés ici. Dans le cas du Power over Ethernet, lorsqu'on a une tension qui est mise ici, on va se retrouver avec un système de classification. Et en fonction du courant qui va circuler à une tension donnée, on va pouvoir identifier si notre système Power over Ethernet ici
et de type PoE, PoE+, PoE++ ou éventuellement PoE-H. On va réussir à définir la quantité de puissance qu'on va pouvoir avoir, 8 watts, 12 watts, 23, 26 watts ou encore plus. Donc ça, c'est l'étape de classification et elle va être liée à la résistance de classification ici, ou au système de classification dans le contrôleur. Et aussi, il faut voir, il y a souvent un écueil pour les designers, ça va être au niveau du pont redresseur, sachant que la valeur de la tension de VF de votre pont redresseur ici risque de polluer la mesure de classification, et donc il y aura peut-être des petits ajustements à faire au niveau de la résistance de classification. Donc là, on est passé sur l'écueil vraiment de la classification. Maintenant, on revient sur la partie CEM et cohabitation de cette puissance et de ces signaux. Donc ici, ce que je vous montre, c'est les perturbations et la puissance qui vont pouvoir être renvoyées par votre alimentation. Il faut voir qu'on est sur une alimentation flyback ici. C'est pas réputé pour être ce qu'il y a de plus silencieux en CEM, et malheureusement, c'est interconnecté directement avec vos signaux qui peuvent être à haut débit ici. La cohabitation va pas toujours bien se passer. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Pour éviter qu'on ait une superposition du mode commun généré par ce flyback, on va offrir un signal de basse impédance en mode commun en intégrant ici une kappa Y. Cette kappa Y va éviter qu'on se retrouve avec du mode commun qui souhaite reboucler par là où il peut, et en l'occurrence, parfois par le transformateur ici, en venant polluer le signal to noise ratio, en venant réduire votre marge de bruit. Donc ici, comment est-ce qu'on implémente tout ça? La méthodologie dont j'ai déjà parlé pour ceux qui ont suivi les webinaires, bloquer et bypasser. Les perturbations générées par mon alimentation ne doivent pas passer par ici, donc je leur offre un chemin de faible impédance ici, et je leur oppose un chemin de haute impédance ici. Grâce à cela, on va réussir à réduire la quantité de perturbations de mode commun qui vont se superposer à mon signal utile et qui malheureusement vont réussir à passer quand même si on a une réjection de mode commun dans le transformateur, vont réussir à passer par-dessus et à, par exemple, faire bugger mon PHY, causer des erreurs au niveau de la transmission. Donc, qu'est-ce qui change dans un transformateur LAN? Et pour répondre à une question qui m'est souvent posée, mais en fait, j'ai pas besoin d'un transformateur LAN. La plupart de mes clients me disent, au final, le schéma, il est le même entre un transformateur normal et un transformateur LAN. Alors, il faut bien que vous imaginiez que dans un transformateur non LAN, on n'a pas besoin de passer de puissance au niveau de TX+, TX-. On n'a pas besoin non plus d'extraire de puissance au niveau de CTX. Donc, qu'est-ce que ça va impacter au niveau du design? Ça va impacter tout simplement la section du fil. Vous imaginez bien que si on est sur quelque chose avec 2 ampères, comme on l'a vu tout à l'heure, si vous avez un fil de la taille d'un cheveu côté câble, vous risquez vite de vous retrouver avec à la place d'un fil un fusible, probablement en circuit ouvert. Donc qu'est-ce qu'on va changer au niveau d'un transformateur LAN pour le rendre PoE? On va changer les sections de fil et également les sections des circuits magnétiques ici, pour pouvoir tolérer ce qu'on appelle un imbalance entre le courant qui circule dans TX dans TX+ et le courant qui circule dans TX-. Je vous rappelle tout à l'heure que j'avais une fraction du courant dans ce sens-là, donc qui arrivait du câble, et une autre fraction une autre fraction ici, et j'extrayais par le point milieu, le center tap, ici. Donc je pouvais avoir ici, par exemple, 52% du courant et ici 48% du courant, ici 100% du courant. Ça va créer au niveau du transformateur de données ce qu'on appelle un imbalance avec un petit risque pour l'intégrité du signal. Donc qu'est-ce qu'on va changer? On va changer la section du fil, la section du noyau magnétique, la saturation de la self de mode commun qui est placée ici. Donc ici, vous avez l'exemple d'un transformateur de signal et ici, vous avez l'exemple d'un transformateur Power over Ethernet. Voilà. Alors,
Le principal challenge au niveau du Power over Ethernet va se situer sur la réjection du mode commun. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, on dit dans notre catalogue historiquement que ces selfs de mode commun sont optionnels. Hum, D'expérience, j'aurais tendance à vous dire qu'elles sont optionnelles dans 10% des cas. Donc après, vous pouvez toujours jouer avec les 90% des cas restants. Mais ici, la cohabitation paisible entre vos données et votre puissance va être liée quand même principalement au design CEM et notamment à ces deux selfs de mode commun qui vont éviter d'avoir trop de bruit de mode commun qui va venir se superposer depuis votre alimentation sur votre signal. On a plusieurs options pour faire cette rejection de mode commun. On a des fois des autotransformateurs comme ici. Ici, on a l'exemple d'un de nos composants qui a directement le pont de diode redresseur intégré et un autotransformateur dans le produit. Donc, vous voyez, je parlais de réjection de mode commun. Donc ici, on va bypasser le mode commun au travers de l'autotransformateur. Et ici, on va bloquer le mode commun au travers d'une self de mode commun. Il faut voir que à partir de l'autotransformateur, la puissance ne passe que dans l'autotransformateur. Et ici, vous n'avez plus de puissance qui passe, vous avez uniquement, du fait de la présence de l'autotransformateur, des données qui vont passer. Donc là, on va faire la ségrégation relativement tôt entre la puissance qui va s'écouler par ici et les données qui vont aller par là. Ici, un exemple typique de bonne rejection de mode commun va nous être donné par ce type de composant qui va avoir également ce qu'on appelle une imbalance compensation. C'est des thématiques un petit peu avancées, mais ça va vous permettre de compenser automatiquement ce qu'on appelle les biais d'essai qui vont pouvoir se superposer sur les signaux. Ici, vous voyez la terminaison de Bob Smith modifiée, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, avec les capacités qui vont servir à bloquer. Parce qu'il faut voir que vous avez 48 volts. Entre ce point-là et ce point-là, vous avez 48 volts. Donc si vous avez une terminaison de Bob Smith standard, je vous laisse faire le calcul. U carré sur R avec 48 volts au carré et une résistance de 75 ohms plus 75 ohms, donc 48 au carré divisé par 150, ça peut faire des watts pour des petites résistances qui généralement sont en 402 ou en 603, ça peut même faire de la lumière. Ici, vous avez aussi l'exemple de ce qu'on appelle le HPLE chez Virtu Electronics, donc c'est High Performance Low Emission. On va ajouter des selfs de mode commun supplémentaires. Donc là, en l'occurrence, on ne va pas les ajouter sur la partie puissance, on va les ajouter sur la partie signaux. Mais le but est bien le même. Il n'est pas d'empêcher votre système d'émettre des perturbations sur ces bornes d'alimentation. Il est d'empêcher la partie de données d'émettre en plus de la partie de puissance. Et également, ça va permettre une autre chose, ça va permettre d'éviter que la partie puissance qui est réinjectée au milieu ici ne pollue la partie donnée. Donc là, on a l'exemple d'un transformateur LAN standard HPLE. Il faut savoir qu'on a aussi des versions qui peuvent être utilisées pour le PoE en HPLE. Donc là, vous voyez l'impact de la self de mode commun trifilaire supplémentaire. Alors, on parle souvent d'intégrité du signal, donc on peut difficilement parler d'intégrité du signal sans vous dire que ici, on a des selfs de mode commun bifilaires et sectionnels. Sauf que les selfs de mode commun dans notre schéma ne sont vus que par la partie puissance. En l'occurrence, les selfs qui sont à l'entrée de la partie puissance ici n'ont pas de thématique d'intégrité du signal. Hop, ça, on l'a déjà vu. Voilà. Donc, ces selfs-là, ici, ne voient pas de signal. Elles voient uniquement de la puissance. Donc, autant bénéficier de l'apport d'atténuation différentielle qui vous est apporté par des selfs de type sectionnel. Donc, je vous invite à nous recontacter si vous avez plus de questions sur ces selfs sectionnels. On a déjà largement abordé les différences entre les selfs bifilaires et sectionnels. Donc là, en l'occurrence, ici, on a une thématique d'intégrité du signal. Donc tout ce qui est sur cette zone-là doit être une self qui est bifilaire.
puisqu'on a du signal qui passe. Tout ce qui est sur cette zone-là doit être une self bifilaire également, et tout ce qui est sur cette zone-là peut être une self sectionnelle, parce qu'on va profiter d'atténuation différentielle supplémentaire. Donc là, la dernière chose à laquelle il faut faire attention dans un design Power over Ethernet, c'est les barrières d'isolation. Donc ici, on a une rigidité diélectrique. Alors elle n'est pas normative, elle est juste imposée par le standard pour la robustesse des liaisons Power over Ethernet. Donc il faut voir qu'ici, sur toute la ligne rouge, on va avoir une barrière de rigidité diélectrique. Donc ici, dans la plupart des cas, pas besoin d'une kappa Y. Une kappa avec une robustesse suffisante. Donc généralement, on va compter 2000 volts à cet endroit-là. Ici, une kappa, pas forcément Y, un optocoupleur et un transformateur avec 1500 volts de tension de test. Ici également 1500 volts. Donc c'est le dernier challenge un petit peu, ces barrières d'isolement. Et vous le savez déjà probablement, dès lors qu'on va mettre une barrière d'isolement, on va aussi générer des petites complexités de niveau CEM. Donc là ici, quasiment tout ce qui est placé sur la barrière d'isolement est là pour la CEM ou ici pour la puissance. Donc ici on a l'information suffisamment de tension qui revient du secondaire vers le primaire. Et ici on a la rigidité diélectrique pour isoler la puissance par rapport entre primaire et secondaire. Voilà. 10h28, j'ai même été un petit peu plus rapide que ce que j'avais prévu, les 30 minutes. Donc je vais regarder le panneau questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc c'est vrai que j'ai pas fait l'introduction en début de webinaire. Vous avez normalement dans votre interface un petit panneau questions qui vous permet de poser des questions euh, qui n'ont pas été répondues pendant la présentation. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser. Sur le Power over Ethernet, il nous reste une dizaine de minutes sur ce webinaire pour y répondre et éventuellement ouvrir des documents supplémentaires. Ah, Alors, bonjour je Sylvain. vais... Bonjour Paul. Voilà, donc effectivement, petit problème d'écran bleu au démarrage. Si tu veux, pendant que les gens posent des questions, je vais faire une petite présentation rapidement, au moins montrer ta tête et la mienne, comme ça les gens verront à quoi on Ah ressemble. non, Voilà. Ah bah pas la si. version avec les cheveux suite au confinement, quand même. Non, non, c'est pas celle-là, c'est la version où tu es tout propre, t'inquiète pas. Hop, je change. Voilà. Donc voilà, donc effectivement, j'ai pas eu le temps de faire la présentation au début parce que moi-même, j'étais concentré sur mon problème informatique. Donc Sylvain Lebras, donc merci pour ta présentation. Moi-même, je suis Paul Lenezet, donc nous sommes tous les deux dans l'équipe de FAE de Würth Electronic France. Alors, du coup, je vais aller beaucoup plus vite, hein. La petite interface pour poser des questions, je vois qu'il y en a déjà qui commencent à poser des questions, donc n'hésitez pas, on a encore une grosse dizaine de minutes pour pouvoir y répondre. En attendant cela, deux, trois petits rappels sur le fonctionnement du webinaire. Quoi qu'il arrive, un replay sera disponible. Si vous voulez les présentations en PDF, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse isos-france@weonline.com ou également, si vous avez nos adresses mail, vous pouvez le faire directement également. Euh, Très rapidement, donc Würth Électronique, hein, on est présent sur toute la France. Il y a des commerciaux qui suivent vos comptes forcément. Si vous ne les connaissez pas, adressez-vous pareil à nous. Vous aurez tout de suite le contact, le bon contact. Il viendra vous faire une présentation, soit en présentiel, soit en ligne, de toute notre gamme de composants, et voilà, qui correspondront certainement à vos applications. Voilà, voilà, ça c'est la fin, le dernier truc. Donc n'hésitez pas pour vos questions. Et je crois qu'il y en a quelques-unes déjà. Sylvain, je te repasse la main si Oui, tu veux. Voilà. alors une question qui est... hop, alors montrer mon écran, je vais reprendre... comment je peux...
montrer le moniteur numéro 1, normalement, vue du C'est bon. public. Ok, alors j'ai une question qui concerne le Ethernet Alliance Certified Design. Donc, comme je vous l'ai dit au début de la présentation, avant que le 802.3 BT ne soit effectivement quelque chose de normalisé, alors, est-ce que je peux revenir tout au début? Hop, j'y suis presque. Donc, les fabricants de semi-conducteurs, pendant tout ce temps-là, ils se sont dit, bah tiens, on a investi dans des IC, on a fait des choses pour répondre aux besoins techniques, on a du Power over Ethernet qui monte jusqu'à 96 watts, 100 watts, 150 watts, et on est toujours en train d'attendre le comité de normalisation. Donc, ce comité de normalisation, il a quand même pris son temps. Voilà, je vous rappelle que ça avait même duré jusqu'à fin 2018, début 2019, avant d'être vraiment ratifié, tout ça. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties sur le marché, qui étaient du Power over Ethernet 80 watts, du Power over Ethernet 100 watts, du Power over Ethernet avec des valeurs assez ésotériques, parfois énormes, hein. Et comme je vous l'ai dit, ici, on a des acronymes un petit peu propriétaires qui sont sortis. On a chaque fabricant, avant que le standard Power over Ethernet ne soit vraiment bien précisé, ont sorti des solutions qui sont plutôt de l'ordre de la solution propriétaire. Donc, c'est-à-dire que si vous aviez besoin d'avoir, par exemple, un routeur qui fonctionne à 150 watts, la personne, avant la sortie du 4P PoE officiel, avant la sortie du standard I3E, le vendeur vous disait prenez à la fois mon Power Sourcing Equipment et mon Power Device. Donc ça a créé beaucoup de confusion sur le marché puisqu'on reliait des produits qui ne fonctionnaient pas, tout simplement parce qu'ils ne répondaient pas à un standard, c'était des produits propriétaires. Donc, afin d'éviter tout ça, l'I3E a quand même réagi et a dit, bon, il faudrait qu'on mette un minimum de tests pour que les gens puissent que les clients puissent être sûrs que s'ils ont une source PoE 48 watts avec un équipement PoE 32 watts, ça va fonctionner ensemble. Donc, la partie Ethernet Alliance Certified Design, elle est juste là pour fournir un coup de tampon à votre produit pour dire vous respectez le standard. Vous n'êtes pas un Power over Ethernet de X fabricant qui ne va marcher qu'avec une gamme limitée de fabricants. Donc, le Ethernet Alliance Certified Design, ça consiste à concevoir votre produit selon les bonnes pratiques du standard Ethernet, selon le standard Ethernet, et le donner à tester à un laboratoire qui va vous dire vous respectez le standard et vous avez une interopérabilité qui est suffisamment bonne. Bien évidemment, c'est pas gratuit. Alors, comment dimensionner la capacité connectée entre les deux références GND qui figurent sur le dernier slide? Alors, sur le dernier slide, on va parler ici de cette capa-là. Donc, comment on la dimensionne? La plus petite possible, j'aurais tendance à vous dire. Est-ce qu'on a besoin d'une capa Y? 90% du temps, non. On a juste besoin de la valeur minimale de cette capa-là. Alors, il faut savoir que généralement, on a des valeurs qui se baladent entre 2,2 nanofarad et 10 nanofarad. Après, la tension qui est généralement utilisée, c'est du 2000 volts non sécurisé ou 1500 volts. Donc, comment on la dimensionne? On l'augmente jusqu'à avoir des résultats CEM et d'intégrité du signal qui sont bonnes. Si on n'en avait pas besoin, ce serait très simple, mais la plupart du temps, on a besoin, comme je vous l'ai dit, de bypasser les perturbations de mode commun au travers de cette capa-là. Alors, je continue de lire les questions. J'espère que je vais pouvoir tout répondre. Concernant l'Ethernet Alliance, nouveau logo qui vient de sortir pour simplifier, ce logo est appliqué.
Je crois que tu as répondu à Oui, cette je question déjà, suppose qu'on a... en partie. Ouais, j'ai répondu à cette question. Ah oui, d'accord, j'ai un merci, j'ai ma réponse maintenant. Hop, je pense que les autres questions ont été répondues par ça. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Là, pour l'instant, je vois que j'ai répondu à tous les types de questions qui ont été posées. Donc, si vous avez plus de questions, bah, n'hésitez pas à revenir vers nous. Euh, Est-ce qu'on a des références design? Oui, on a des références design. Celui que vous voyez à l'écran, c'est un référence design que j'ai commencé. On travaille également avec des fabricants d'IC. Vous pouvez trouver les références design directement sur notre site en fonction du fabricant d'IC. Sinon, n'hésitez pas à faire une chose assez simple, c'est de nous envoyer l'IC que vous souhaitez utiliser ou la marque que vous souhaitez utiliser et votre cahier des charges fonctionnel, et on s'occupera de vous trouver, un design de référence qui correspond, et éventuellement de vous mettre en garde sur certains points de design bien particuliers. Alors, concernant la CEM pour la partie émission conduite, comment minimiser cet impact? Alors, ici, bah, vous avez l'exemple d'un filtre. Comment on minimise la partie émission conduite? Bah, je pars du principe que la question elle consiste à minimiser les émissions conduites de ce bloc d'alimentation. Bah, on va les minimiser tout simplement en filtrant. Ici, vous voyez, j'ai deux ferrites qui vont me permettre de minimiser les perturbations conduites plutôt dans la gamme haute de fréquence. Ici, j'ai une kappa, donc 100 nanofarad, on est également dans la partie haute de la gamme de fréquences. Ici, j'ai le filtrage des perturbations de mode commun qui vont venir également perturber les émissions conduites. Et là, si vous voyez, donc j'ai pas de découpage à proprement parler là. Le découpage va se faire entre ici et cette partie-là. Et ici, vous avez un composant qui est mis pour filtrer les perturbations différentielles basse fréquence, un autre composant pour encore les perturbations différentielles bas de fréquence, et ici un autre composant. Donc là, on a un filtre en pi. Avant l'arrivée de mon flyback, on a bloc de mode différentiel, bypass de mode différentiel, bypass de mode différentiel, plutôt basse fréquence, bloc de mode différentiel, bloc de mode différentiel, bypass de mode différentiel, plutôt haute fréquence. Ici, on a bloqué le mode commun, qui va aller être joyeusement mesuré par ici, avant qu'il ne puisse sortir, et on a bypassé le mode commun. Donc là, on est vraiment sur une approche méthodique pour réduire les émissions conduites et du coup minimiser l'impact des émissions conduites et passer avec beaucoup de marge sous le gabarit. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions qui sont arrivées? Non. Bah, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez plus de questions. Je sais que des fois les questions arrivent un petit peu plus tard ou vous hésitez à les poser parce que vous voulez pas parler de projets spécifiques. Donc normalement avec le récapitulatif de ce webinaire, vous allez recevoir le lien vers le téléchargement des slides qui sont là. Normalement, vous pouvez répondre à ISOS France pour si vous avez des questions. Alors, le RJ45 qui intègre déjà le transfo-LAN pour PoE, oui, ça existe. On a une gamme de RJ45 LAN PoE. Vous avez un connecteur PoE avec directement intégré ce qu'on appelle les magnetics pour le LAN. Vous en avez même où on a intégré, comme je l'ai montré tout à l'heure, on a même intégré le pont de diode redresseur directement dans le... Hop, excusez-moi, je suis un peu... Il y en a même où on a intégré directement le pont de diode redresseur dans le connecteur, ce que je vous ai montré tout à l'heure comme connecteur. Ah, je le retrouve plus, excusez-moi. Je vais m'arrêter dessus au bout d'un moment. Voilà. Là, on a un connecteur RJ45 avec magnétique intégré. Et dans d'autres cas, on a même encore plus de composants qui sont directement intégrés dans le connecteur. Donc ça simplifie vraiment le design. Ah, attendez, c'est ici.
Voilà. Donc là, c'est l'exemple d'un connecteur RJ45 avec les transformateurs LAN intégrés et même le pont de diode intégré. Tout est intégré dans le connecteur. Vous avez déjà les données qui sortent d'un côté et la puissance qui sort sur deux autres pins. Voilà, donc ça simplifie le layout, mais ça coûte quand même assez cher parce que c'est des opérations. Donc si vous avez l'opportunité, essayez quand même de considérer des implémentations discrètes de chacun de ces composants. Ça vous offre aussi beaucoup plus de flexibilité pour la création d'un effet de gamme. Voilà, on arrive au terme de la plage horaire qui m'avait été attribuée, parce que j'ai tendance à déborder sur les webinaires. Si vous avez plus de questions, bah, encore une fois, n'hésitez pas, on sera heureux de vous aider dans tous vos développements. Voilà, merci Voilà, merci beaucoup. Sylvain. Ouais. Paul, je te Bonne laisse journée à vous. conclure éventuellement. Ouais, non, c'était très bien. C'était juste pour dire au revoir, c'est tout. Et à bientôt. C'était le temps que je trouve le bouton pour mettre fin au webinaire. Voilà. Et bah, merci. Paul, tu sais comment on l'éteint là? Je trouve plus le bouton. Non, je trouve jamais le bouton non plus. Ah, c'est toujours un truc, je sais pas, quitter le webinaire. Ah, je peux quitter terminer le webinaire. Voilà, terminé pour tous les participants. Oui.